8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité ce matin, Bertrand Perrier, avocat, enseignant et auteur de La parole est un sport de combat aux éditions Jean-Claude Lattès. Oui, bienvenue et bonjour Bertrand Perrier. Bonjour. Vous êtes avocat au Conseil d'État à la Cour de cassation et vous enseignez aux étudiants l'art oratoire, autrement dit tout ce qui permet de parler avec éloquence, avec aisance dans la vie, notamment pour trouver un travail, mais aussi plus simplement pour nouer des relations. Alors première question, monsieur le professeur, dans quel état se trouvent vos étudiants aujourd'hui ? Très divers, puisque la principale caractéristique de la période que nous vivons, c'est d'avoir accentué les inégalités entre les étudiants. Il y a ceux qui sont très entourés, familialement, aidés économiquement, solides psychologiquement et qui s'en sortent assez bien. Et puis il y a tous les autres qui sont dans une vraie détresse, qui ne voient pas le bout du tunnel, c'est un jour sans fin. Ils naviguent comme des zombies, on peut dire. Il y a un hashtag qui s'appelle étudiants fantômes sur Twitter et qui relaye ces revendications de réouverture des universités. Et vous avez des jeunes gens qui passent leur journée de cours en visio sans jamais avoir un contact ni avec un professeur ni avec un camarade. Des zombies, dites-vous. Est-ce que vous estimez, Bertrand Perrier, que nous n'avons pas suffisamment pris conscience de ce qui est en train de se passer au sein de cette jeunesse et en particulier au sein de cette jeunesse étudiante ? Ils sont 2,8 millions, c'est quand même énorme, les étudiants en France aujourd'hui. Et on a pris conscience, mais les mesures sont un peu décotères sur des jambes de bois. Puisque exemple, les repas à 1 euro pour tous dans les restaurants universitaires, c'est quand même une mesure nécessaire. C'est une mesure nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Les étudiants ne sont pas que des tubes digestifs, si vous voulez. Ils sont aussi des êtres qui ont besoin de relations sociales, de relations affectives. Et moi, ce qu'ils me disent, c'est « mais j'ai pas fait tout ça pour finir devant mon ordinateur ». Il y a des gens pour lesquels faire des études supérieures était un défi social. Ils ont passé des concours difficiles et ils voulaient, ne serait-ce que par exemple, monter à Paris. Et beaucoup sont repartis chez leurs parents et ils me disent « mais à quoi ça sert que j'ai passé ce concours si ma vie ne change pas ?» Il y a aussi d'autres mesures, Bertrand Perrier, je pense au chèque psy pour ceux qui sont en détresse psychologique, mais quels citoyens, quels adultes on est en train de fabriquer ? Non mais quand on en est à faire des chèques juste pour aller chez le médecin, évidemment, c'est très bien, heureusement, parce que je vois aussi dans les écoles où j'enseigne que les consultations de psy sont remplies parce que il y a une forme de détresse et de sentiment d'isolement social qui est extrêmement fort parce que on ne sait pas comment on va passer les examens à la fin de l'année, on ne sait rien de l'année prochaine, on est dans une incertitude et un flou qui correspond au flou de la situation sanitaire, mais qui pour des étudiants qui normalement ont une vie assez cadrée est très déstabilisant. On a vu hier dans certaines rues, notamment de la capitale, des étudiants avec des pancartes liberté, égalité, université. Est-ce qu'il y a une volonté, est-ce que vous le sentez chez vos étudiants de se lever, même de se rebeller, ou est-ce qu'il y a une forme de fatalisme, même de résignation qui s'installe ? Non, il n'y a pas une résignation, mais il y a une forme de désillusion sur les études qu'ils font et leur capacité à trouver un travail derrière, à trouver un stage, parce qu'il y a aussi une précarisation économique. Ils subissent la crise plus générale. Il n'y a plus de petits boulots, donc il n'y a plus vraiment de revenus, donc on peut plus vraiment payer son loyer, et puis on ne sort pas. Et moi, ils me disent, mais mon meilleur ami, c'est mon ordi. Une vie confinée derrière les écrans d'ordinateur. Mais oui, alors que finalement, si on enseigne, pourquoi est-ce qu'on enseigne ? Ça n'est pas simplement pour transmettre des connaissances, c'est important bien sûr, mais c'est que la partie émergée de l'iceberg de l'enseignement, on enseigne pour nouer une relation. Si j'enseigne, c'est pas tant pour transmettre des connaissances que pour les guider, répondre à leurs interrogations, faire une lettre de recommandation si c'est nécessaire, leur faire part d'une expérience personnelle. Et ce petit contact individuel personnalisé que l'on a, derrière un ordinateur, on l'a pas, on termine son cours, on dit au revoir, et tous les écrans s'éteignent. Vous enseignez, Bertrand Perrier, dans des écoles plutôt favorisées et vous enseignez aussi. Et vous enseignez aussi, vous avez raison, pas que en Seine-Saint-Denis. Vous la voyez, cette aggravation des inégalités à la une entre différentes catégories aussi de la population, même s'il faut le préciser, nous parlons ce matin des étudiants, mais cette souffrance, cette désespérance concerne tout le monde, les restaurateurs, les patrons, évidemment des lieux culturels, des salles de sport, etc. Non mais tout le monde souffre, il ne s'agit pas de faire un cas particulier des étudiants, les personnes handicapées souffrent, les chômeurs souffrent, les personnes âgées souffrent, les malades souffrent, mais les étudiants aussi. Et encore une fois, cette crise a révélé des inégalités très fortes et on voit des étudiants qui sont vraiment dans une déshérence psychologique et qui se disent mais je ne sais pas de quoi demain sera fait parce que demain c'est comme hier et c'est comme après-demain. Si vous voulez,
le temps des études, c'est aussi le temps des rencontres. On fait un réseau. C'est pas juste pour faire la fête, c'est même pas du tout pour faire la fête. Ils sont pas du tout en demande de ça. Il n'y a pas de revendication festive. C'est une volonté de renouer la vie sociale par l'université. Exactement, parce que être à l'université ou être dans une école, c'est évidemment se former, mais c'est créer une association, c'est monter un projet, c'est créer une entreprise. C'est ça aussi qui fait l'importance de la vie étudiante. Et de tout cela, ils sont privés. Mais je suis frappée par ce que vous avez dit en début d'entretien, Bertrand Perrier. Vous m'avez dit les étudiants ne sont pas des tubes digestifs, alors qu'il y a ces propositions de repas 1 euro pour les chèques psy et également. On n'a pas pris la mesure. Qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous? Alors vous n'êtes pas responsable politique, mais vous les côtoyez tout le temps. Non, mais il y a beaucoup de choses qui sont faites. Ne nions pas les efforts qui ont été accomplis. Il y a des tutorats qui ont été renforcés depuis le début de l'année. Donc il y a des mesures qui ont été prises. Je crois tout de même que l'idée qui a été annoncée par le président de la République de 1 journée par semaine en présentiel est un progrès. Mais vous vous rendez compte, 1 journée, c'est pas suffisant pour nouer une relation. Moi, ce qui m'inquiète, c'est en réalité les étudiants qui sont en première année. Ils viennent d'arriver dans leur nouvelle école, ils ont perdu leurs amis du lycée et ils n'ont pas retrouvé leurs amis de l'université. Et donc, ils sont totalement isolés socialement et scolairement. Il y a l'isolement, et est-ce que vous avez aussi connu, Bertrand Perrier, malheureusement des situations tragiques parmi vos étudiants? Mais bien sûr, alors parmi mes étudiants, pas directement. On a vu les 2 tentatives de suicide à Lyon il y a quelques semaines. Et puis, une école comme HEC, par exemple, a connu un suicide d'étudiants au cours du premier confinement, qui manifeste aussi une situation particulièrement délicate, qui est celle des étudiants étrangers. Parce que eux, alors ils sont comme une coquille de noix sur l'océan. Ils ne peuvent pas repartir chez eux. Et au confinement s'ajoute l'éloignement culturel et l'éloignement géographique. Et cet étudiant, même s'il a été pris en charge très bien par l'école, n'a pas supporté cela et il s'est suicidé. C'est dramatique. C'est dramatique, Bertrand Perrier. Je vais expliquer à nos auditeurs le contexte, même la coulisse de cet entretien ce matin. Cela fait plusieurs jours que nous sommes, vous et moi, en contact, et vous avez été frappé par le fait que nous n'ayons parlé de la situation des étudiants pendant quelques jours seulement, et on est passé à autre chose, comme si la séquence était finie, qu'on parlait de catégories de souffrances les unes après les autres. Oui, c'est ça. Il y a eu une séquence étudiant qui s'est conclue par la visite du président de la République à Saclay, par l'annonce de mesures qui, encore une fois, ne sont pas négligeables. Mais les étudiants, c'est jusqu'en juin qu'il faut les accompagner. Et c'est pas juste un coup d'une journée. Même si, encore une fois, c'est important de prendre conscience, mais c'est dans la durée que l'on doit les accompagner vers cette fin d'année qui les angoisse énormément. Et en plus, la matière que vous enseignez, l'art oratoire, l'éloquence ne s'adapte pas aux cours par Zoom. Comment on transmet cet enseignement, justement, de la passion de la langue, de l'éloquence? J'ai mon premier cours après-demain, je suis dans l'incertitude totale. J'enseigne effectivement la prise de parole en public, plus que l'art oratoire. Mais c'est évidemment une matière humaine. Ça se passe par le regard, ça se passe par le geste, ça se passe par la posture. Comment vais-je faire quand j'ai finalement sur mon écran 30 petites vignettes avec 30 visages face à moi que je ne connais pas, que je n'ai pas les moyens de connaître et dont je ne sais pas les difficultés, le passif et la personnalité ou les désirs et les aspirations. Je parlais tout à l'heure des mots dans nos conversations. Les mots que nous utilisons le plus désormais, c'est couvre-feu, confinement, conseil de défense, cluster, variant. Ils meublent notre langage. Mais où est la liberté, l'espoir, l'horizon ? Non, mais on sait bien que tout a été subordonné à la crise sanitaire. Et donc, en effet, on a un vocabulaire très anxiogène, ne serait-ce que nous sommes en guerre. Ce qui n'est pas vrai. Une guerre, évidemment, c'est un conflit armé entre États. Mais l'aspect imagé de la guerre donnait bien le ton de ce qui allait être le mode même lexical ou langagier de gestion de la crise. Alors, comment résister ? Parce qu'on peut aussi résister, ou en tous les cas, c'est la résilience par les mots. Vous avez l'habitude, Bertrand Perrier, de proposer des concours d'éloquence, et beaucoup vous connaissent à la télévision pour cela. Si je vous propose, allez, pour conclure cet entretien ce matin, Mathieu nous a rejoint, est avec nous, un mini-concours. Mathieu, vous êtes d'accord ? Alors, jouons. Un mini-concours sur un thème ô combien essentiel. Et ce matin, au lieu de parler de couvre-feu, de confinement, parlons de liberté. 1 minute, Monsieur Perrier, qu'est-ce que ça vous inspire ? Je vous mets à la place de vos étudiants, si vous permettez. Alors, demander à un avocat de parler de la liberté, c'est demander à un être humain de parler de l'oxygène. C'est ce qui fait notre raison d'être, évidemment, c'est de se battre pour la liberté de nos clients, parce que aussi eux
même détenus ont été affectés par la crise. Mais finalement, ce que cette crise a révélé également, c'est à quel point nos libertés étaient fragiles et à quel point nous étions finalement assez enclins à ne pas les défendre. Les libertés ont été éminemment rognées sur l'autel de la peur et de la sécurité. La liberté de culte, la liberté d'information, la liberté d'expression, tout cela a fait l'objet de grands débats et finalement, on a l'impression que la liberté, c'est plutôt un souvenir qu'un projet d'avenir. Moi, ce que je voudrais, c'est que la liberté rime avec la responsabilité. Les deux vont de pair. Libre, pour quoi faire ? C'est la grande phrase de Bernanos. Si on est libre, c'est que derrière, on est responsable. Alors, je voudrais qu'on retrouve effectivement ce goût de la liberté, parce que le goût de la liberté, c'est le sel de la vie. Merci, monsieur le professeur. Merci, maître. Et vraiment, le mot convient, Sonia, parce qu'on vous écouterait toute la journée. Je peux, Sonia, déconfinons la liberté. C'est une différence que vous faites, en fait, entre liberté individuelle et individualisme, si je vous suis. Oui, parce que en fait, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est que on a un peu rogné de nos libertés. Ce que je peux comprendre, ce que je ne voudrais pas, c'est qu'il y ait un effet cliquet et qu'on ne revienne pas en arrière. Parce que peut-être que demain, je l'espère, il n'y aura plus de crise sanitaire. Et ce que nous avons accepté d'abandonner, il faudra absolument à ce moment-là exiger de le retrouver. Il n'y a pas d'effet cliquet dans les abandons de liberté. C'est temporel, mais ça n'est pas permanent. Vous nous appelez au sursaut. Liberté confinée, liberté surveillée, mais liberté retrouvée, on l'espère. Et responsabilité aussi. Merci beaucoup, monsieur Perrier. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Et de parler aussi de ce qui peut être positif sans rien occulter, de la détresse, vous l'avez rappelé, des étudiants. Bonne journée. Merci Sonia Mabrouk. Merci, un grand merci, parce que si... Allez, ça la fait liberté, du bien, la liberté pour l'avocat, vous avez dit l'oxygène pour l'être humain, bien, vous nous avez offert 11 minutes d'oxygène ce matin. Et ça fait du bien, je suis sûr, aux oreilles de nos auditeurs ce matin. Merci beaucoup.